Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Pourquoi il ne faut jamais hésiter à se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On vous retrouve comme tous les dimanches jusqu'à 10h au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler de l'enseigne Habitat dont on avait déjà parlé. Je vais y revenir. On va parler également de la maison Le Jabi. Vous savez, les fameux sous-vêtements. Ça sera notre saga de la semaine. Et on va recevoir Catherine Barba, serial entrepreneuse et investisseuse. Elle est cofondatrice de l'école Envie. Alors, on va parler formation, rebond et entrepreneuriat. Et on terminera avec la fameuse génération Z. Z peut-être comme Zapper. Je vous explique tout dans un instant. Z comme Zapper. Pourquoi pas? Allez, tout de suite, on commence, mon cher Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre. On entre dans les coulisses des entreprises et vous nous reparlez de l'enseigne Habitat. Oui, absolument, parce qu'en début d'année, je vous en avais rapporté quelques éléments de cette fameuse enseigne qui voulait démocratiser le design et qui avait définitivement baissé le rideau au bout de 60 ans et en abandonnant d'ailleurs au passage 383 collaborateurs. Mais avant de déposer le bilan, Habitat avait engrangé quand même plus de 9 millions d'euros de commandes qui n'ont jamais été honorées. Alors il y a du nouveau sur ce sujet. L'ancien propriétaire vient de s'engager à rechercher une solution adaptée au profit des 9000 clients quand même lésés par la liquidation judiciaire. Alors on attend de connaître quand même les modalités et les contours des solutions proposées. Je vais suivre ça de près et je vous ferai un droit de suite là-dessus aussi parce que c'est assez scandaleux en définitive. Oui, c'est très important de suivre cette histoire. En plus, plusieurs milliers de clients lésés, c'est considérable. Ouais. Allez, vous souhaitez nous parler aussi de Maison Le Jabi, la Maison Le Jabi, comme saga de la semaine. Oui, parce que Maison Le Jabi, c'est une belle et célèbre marque française de lingerie fondée en 1930 par Gabriel Vianney à Lyon. À ses débuts, la marque était spécialisée dans la fabrication de corsets et de sous-vêtements féminins. Dans les années 50, les nouvelles matières, le polyester, la polyamide, l'acrylique, font apparaître le prêt-à-porter et redonnent un aspect plus féminin d'ailleurs aux sous-vêtements. C'est le début du succès incroyable de Le Jabi en France comme à l'étranger. En 65, le soutien-gorge Mi-Stop sera vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Dans les années 70, Le Jabi va changer de propriétaire et continuer son parcours jusqu'à la fin des années 80. Et le déclin arrive au début des années 90. La fabrication est délocalisée vers la Tunisie et est rachetée d'ailleurs par un groupe américain. Elle va passer de main en main, de plans sociaux en plans sociaux. Le Jabi entre turbulences pendant 20 ans. Et pourtant, c'était une marque révolutionnaire. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui de sa situation? Il y a 5 ans, Le Jabi avait été reprise par un entrepreneur, Thierry Le Guénic. Mais l'histoire malheureusement se répète alors qu'elle compte 3 boutiques, 37 corners dans les grands magasins. Elle emploie 52 salariés et elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2022. Elle a été placée de nouveau en redressement judiciaire depuis début janvier 2024. Le tribunal de commerce s'est réuni cette semaine et s'est donné un nouveau délai pour statuer sur le sort de Le Jabi qui n'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est que Thierry Le Guénic ne fera plus partie de l'histoire car il vient de jeter l'éponge. Affaire à suivre aussi. Ouais, bon courage et bonne chance aux salariés. Là encore, c'est le plus important. Allez Thomas, tout de suite on accueille votre grand témoin. C'est Catherine Barba qu'on accueille sur Sud Radio, cofondatrice d'Envie. C'est une école qui propose des formations qualifiantes destinées aux freelances, aux artisans, aux indépendants, aux consultants et aux commerçants. Bienvenue à vous Catherine Barba sur Sud Radio. Vous êtes l'invitée de Thomas Binet. Merci. On va parler dans un instant de votre école, qui est une belle initiative dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais avant toute chose, vous qui êtes une entrepreneuse et une investisseuse, je le disais dans le lancement de l'émission, et vous qui fréquentez les entrepreneurs, comment jugez-vous aujourd'hui leur morale? Je les sens, ceux que je croise, inquiets mais combatifs. Inquiet, combatif. C'est le contexte général. C'est difficile d'aller trouver des clients aujourd'hui. Il faut se battre. Il faut se battre c'est plus difficile que jamais. aussi pour la gestion de la trésorerie. Il faut le dire aussi. C'est sûr. Il faut bien gérer sa trésor, mais la trésor dépend des clients et du chiffre d'affaires qu'on fait entrer. Donc il faut se battre. Et c'est difficile. C'est pas irréalisable, mais c'est difficile. Catherine Barba, on compte plus de 4 millions d'indépendants en France, dont plus de la moitié sont des auto-entrepreneurs. Vous avez fait le constat qu'ils ne sont pas assez bien armés face à la gestion de leur structure, ce qui peut-être, d'ailleurs, on en parlera dans un instant, initier la création de votre école. C'est bien ça, on est bien d'accord. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises. Il y en a eu plus d'1 million en 2023, c'était la même chose en 2022. Et c'est très bien de créer, mais c'est mieux de durer. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cessent leur activité avant 3 ans, on se dit qu'il faut arriver à combiner cette aspiration à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens qui fait qu'on crée sa boîte, mais aussi à de la rentabilité. Le fait, d'ailleurs, vous parlez de ça parce que c'est intéressant, le fait que la mortalité quand même des entreprises est réelle, ça vient aussi de la possibilité pour n'importe qui de créer son entreprise sans compétences particulières. Est-ce que c'est pas quelque chose à remettre en cause par certains côtés? On voit bien qu'il y a des métiers réglementés. Pour être médecin, faut
faut faire médecine, etc., etc. Est-ce que pour être chef d'entreprise, il ne faudrait pas avoir quelque chose qui justifie cette compétence pour pas partir n'importe où? En fait, c'est plutôt, il faut avoir un socle, tout simplement. Il faut avoir un socle qui permette une rentabilité durable. Et c'est ça qu'on apporte avec notre école. Alors, on va en parler justement. Vous avez créé en 2022, septembre, sauf erreur de ma part, votre école qui s'appelle Envie. Déjà, rien que le nom, c'est un programme. Ça veut dire ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant. Oui, donc c'est un acronyme. C'est un projet et c'est un parcours. Pour quelle raison êtes-vous parti sur ce secteur d'activité? Parce que pour quiconque ne vous connaît pas, c'est pas votre secteur d'origine, en définitive. C'est vrai, moi pendant plus de 20 ans, j'avais travaillé dans la tech, le digital, l'e-commerce, le retail. Et après 5 ans aux États-Unis, quand je suis revenue, ça m'est tombé dessus, la transformation du travail. Je lisais, mais vous aviez vu ça avant moi, je lisais que beaucoup de personnes quittaient le salariat, avaient envie de travailler autrement, la centralité du travail n'est plus la même qu'avant. Et je me suis dit, il faut peut-être accompagner cette aspiration. Vous êtes parti d'ailleurs du même raisonnement, j'imagine, que beaucoup de personnes, à savoir qu'effectivement, et vous venez de l'aborder rapidement, le travail n'est plus le centre de la vie. La vie personnelle a pris aussi beaucoup d'importance dans des générations dont je fais partie d'ailleurs. On a créé notre vie autour du travail et on a construit autour de ça. Aujourd'hui, les nouvelles générations, on va en parler dans un instant, les zappeurs, les Z, ils ont inversé un peu le rapport. C'est ça aussi votre constat? C'est sûr qu'il y a, et je pense que le Covid a été à amplifier la tendance. On se dit, la vie est courte et j'ai envie de faire un travail qui me réalise, où je me sens plus libre, où je me sens autonome, où je mets du sens. Et puis, et beaucoup ne le voyant pas à tort d'ailleurs dans les grandes entreprises, parce qu'on peut évidemment trouver du sens comme salarié, se disent je vais me jeter à l'eau de l'entrepreneuriat. Et ça répond à cette aspiration-là en fait. Alors justement, vous avez créé Envie. C'est quoi concrètement comme école? Elle est basée sur quel concept? C'est une école faite par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Oui, ça c'est déjà très différent, parce que c'est pas des enseignants forcément. Mais non, moi si je veux apprendre le chinois, j'irai plutôt demander à des gens qui parlent chinois. Et donc si je veux apprendre à créer une boîte, j'irai voir des gens qui l'ont déjà fait avec succès. C'est pas une affaire d'experts, la création d'entreprise, me semble-t-il. Donc ce sont des entrepreneurs. Alors c'est pas forcément une école donc faite pour des étudiants, on est bien d'accord. C'est une école qui est faite pour des gens qui ont déjà un parcours et qui veulent se former plus précisément à l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. C'est plutôt pour des personnes en reconversion qui ont vécu longtemps dans une entreprise, parce que finalement, quand on est indépendant, c'est soi qu'on vend, c'est son expertise. Donc il faut avoir nourri pendant plusieurs années. Ça prend du temps à devenir expert de quelque chose. Alors vous avez évoqué effectivement que c'était des intervenants professionnels. Alors ça, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que c'est important, le casting des enseignants qui viennent produire un certain nombre de savoirs face à leur public. Pourquoi un tel casting ? Et pourquoi avoir été prendre des gens comme Justine Hutto, si je ne me trompe pas, entre autres? Oui, il y a énormément d'entrepreneurs que vous connaissez, en fait. Voilà, il y a Justine Hutto, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait de beaux succès et qui viennent très généreusement partager ce qui a fait le succès de leur début, en fait, quand ils étaient tout petits. Les fondamentaux d'un business qui marche, en fait. Même si on n'a pas une ambition d'hypercroissance, et c'est très noble, l'idée de se dire, moi, je vais me mettre à mon compte et j'ai envie d'en vivre convenablement longtemps. Et donc, ils partagent cela. Et puis, donc, il y a effectivement des entrepreneurs. Et puis, de l'autre côté, moi, j'ai fait appel à des chercheurs en neurosciences pour m'aider à construire une ingénierie pédagogique qui soit solide et robuste. Comment ça marche? Est-ce que ça s'apprend à entreprendre au fond? Et donc, on en est venu à trouver 5-6 piliers, des choses très solides et qui s'apprennent. Chez nous, ça s'apprend en ligne. Tout se passe en ligne. Oui, c'est important aussi, il faut le dire. C'est effectivement en ligne exclusivement. C'est en ligne parce que c'est plus pratique. C'est en cohorte, c'est en équipage. On n'est pas tout seul, parce que moi je suis convaincue de la puissance de l'intelligence collective. Quand on est en promo, on se stimule les uns les autres, et puis on n'est pas à l'abri de trouver des clients, des partenaires chez les autres. Donc c'est vraiment, en fait c'est la pédagogie que moi j'aurais rêvé avoir quand j'ai créé ma première boîte. Ça, là, c'est ma 4e. Oui, alors que vous avez fait quand même le SCP, rappelons-le. Oui, on n'apprend pas à créer des boîtes dans les écoles de commerce. C'est le terrain qui apprend tout. Merci à vous. Et pour en savoir plus, il faut aller sur votre site, j'imagine, pour avoir des informations là-dessus. Oui, grandprixenvie.com. Voilà, merci. On sera ravis d'ailleurs de recevoir quelques-uns de vos lauréats dans cette émission, pourquoi pas. C'est avec plaisir. Ce serait une bonne idée, Thomas Binet. Allez, aussi. tout de suite, on continue à parler des entrepreneurs, mais les plus jeunes. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Ouais, quand je dis les plus jeunes, je pensais pas si bien dire. On parle de la génération Z. Thomas, c'est quoi la génération Z ? On va commencer par la définir, parce que la génération Z, elle englobe les individus qui sont nés entre 1995 et 2010. On les appelle aussi digital natives. Mais moi, je veux aujourd'hui surtout les appeler génération Zapper. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, fut une époque, les salariés étaient fidèles à leur entreprise, ils y entraient un peu comme on entre en religion. Ils en faisaient d'ailleurs tout ou partie de sa carrière dans la même société. Ce temps est révolu, on a bien changé d'époque. Exactement, alors c'est pas forcément une régression. Non, effectivement, c'est bien de voir du pays, d'acquérir de nouvelles compétences d'ailleurs, mais là où les règles ont changé, c'est que les collaborateurs sont devenus plus attachés en fait à leur manager qu'à leur entreprise. Alors je comprends que ce que vous vouliez dire Zapper, pourquoi vous vouliez dire Zapper du coup ? Oui, parce que le management à l'ancienne c'est fini, on nous le dit un peu souvent, on va le dire aussi ici. Un jeune collaborateur recherche de la proximité, de l'empathie et aussi de l'inspiration auprès de son manager. Et il est clair que le rapport au travail a changé, donc la qualité de vie prime beaucoup sur beaucoup de critères. Du coup, et selon une étude de l'APEC, les collaborateurs font plus confiance à leur manager à 70% qu'à leur actionnaire ou investisseur qui l'emploie à 58%. Alors on va pas se mentir, le salaire reste malgré tout un critère déterminant qui passe d'ailleurs toutes les générations. Et cette fameuse génération Z signe leur contrat à la pointe de l'épée forcément. Exactement, c'est logique. En même temps, on nous a tellement dit que l'emploi à vie c'était terminé quand on postulait qu'il fallait bien que ça se retourne à un moment ou à un autre. Merci beaucoup Thomas Binet, restez dans les parages. On va investir dans un instant, on parle de quoi ? Et on va parler argent et taux d'intérêt.